Bonjour à tous les auditeurs de Signal FM. C'est avec plaisir que je vous présente l'émission du jour. De nombreux jeunes ont de la difficulté à s'exprimer, à bien communiquer. Ils ratent des chances extraordinaires de capter des opportunités, que ce soit lors de la recherche d'emploi ou lors d'un échange pour fidéliser un client. Mon invité du jour est Hugues Boiron. Hugues Boiron est journaliste, enseignant, écrivain. Il est aussi un excellent professeur d'expression orale ou du moins de communication. Hugues Boiron, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Madame Judith, de m'avoir invité à participer à votre émission. Une émission qui est très importante dans un pays où on a comme l'impression que les gens passent à côté des opportunités, dans un pays où les gens exercent un sport qui devient leur sport favori, ils critiquent constamment, mais ils ne saisissent pas trop les opportunités. Parler de succès, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Je crois que c'est aussi un sujet pour lequel je passionne. Mais j'espère qu'on va pouvoir partager cette passion avec vos auditeurs. Merci de m'avoir invité. Hugues Boiron, on parle de communication convaincante. Qu'est-ce qu'une communication convaincante? Puisque vous êtes dans le domaine. Je dirais que c'est la capacité que vous avez dans une prise de parole, premièrement, à transmettre un message, deuxièmement, à faire partager votre point de vue, à imposer votre message sans faire violence à ceux qui vous écoutent, à vos interlocuteurs. C'est la capacité de partager une information, de partager son point de vue. Et quand on arrive à le faire avec succès, ah ben là nous sommes dans une communication convaincante. Le monsieur, il est convaincant, sa prise de parole est convaincante. Ah ben voilà ce que je me dis, voilà ce que je prends pour une communication convaincante. Ok. Et pour qui ça nécessaire pour un jeune pour développer à tout ça, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle? Pour plusieurs raisons, la vie personnelle, par exemple, qui est bien simple, on dit que c'est un jeune qui décide d'apprendre un métier. Donc, on est en Haïti, parents pas toujours partager l'opinion jeune, leur voulait apprendre un métier. Mais pour convaincre papi et mamie, il faut avoir des arguments, il faut être convaincant. Déjà, la communication convaincante va jouer. Parce que si on a pas gain mot, pas gain argument pour le convaincre parents il a pas payé quoi pour lui. Ça c'est en premier niveau. Les jeunes aussi, on sait, c'est l'âge où on se passionne, on on se lance dans des aventures. Peut-être que le monsieur voudrait compter fleurette à une dame, et là encore il faudrait qu'il trouve les mots qu'il faut. Les mots capables de toucher le cœur de la dame. Et je crois que l'inverse est aussi vrai. Ah, mais voilà, sur le plan personnel, les raisons pour lesquelles la personne devrait avoir une communication efficace. Maintenant, professionnel, vous l'avez dit dans votre introduction, pour trouver un boulot, il y a ce qu'on appelle l'entretien d'embauche. Je dis très souvent à mes étudiants, l'entretien d'embauche se déroule en Haïti, surtout en français. Bon, qu'importe la langue, quand on est convaincant, on est convaincant. On ne peut pas être convaincant en créole et ne parler que français. Maintenant, il faudrait que vous soyez convaincant, il faudrait savoir l'objectif visé par l'intervieweur, celui qui vous a invité à participer à cet entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'il veut? Ah ben, si la personne est convaincante, parce que c'est un concours, hein, et comme je le dis très souvent aux gens, pour passer l'entretien d'embauche, c'est pas une question de vérité, la vérité, Eric, la vérité, c'est surtout une question de présentation de soi. Il faut se vendre. Et on est dans un monde capitaliste où l'individu est appelé à se vendre, à donner une bonne image de lui, la meilleure image possible. Voilà autant de raisons pour lesquelles, sur le plan professionnel, quelqu'un devrait travailler sa capacité à bien communiquer. Ok. Est-ce qu'il y a des techniques? Bien sûr. Qu'on utiliser pour justement pour que les capable de convaincre le monde? Bien sûr, les ouvrages traitant de la communication orale sont nombreux et les techniques sont plurielles. Maintenant, c'est mon qui pour lancer, pour l'apprendre. Et en technique, chaque monde a une façon pâle pour technique là. C'est comme on vous dit, il y a tous les ouvrages pour réussir dans la vie. Hein. Si vous allez dans une librairie, vous serez étonné de voir
le nombre d'ouvrages qu'il y a disponibles sur comment réussir dans la vie. Mais il y a pas de bon monde, surtout la Kainou, qui va rien pour y avoir avec réussite. Et pourtant, il va lire ou pas lire. Les techniques, bon, pour qu'on ait haut, mais il faut savoir les mettre en pratique et ajouter son grain de sel. Comme technique, moi, jusqu'à souvent, il y a l'affirmation de soi. Et travailler l'image de soi. C'est-à-dire, quelle est l'opinion que vous avez de vous-même. Ok? Si vous avez pu maîtriser cette image de soi, vous connaissez qui image vous avez de vous-même, vous connaissez comment pour présenter une image qui meilleure là de vous, c'est déjà on part vers la bonne direction. Il y a les trucs pour gérer le stress, parce que vous savez, le stress est toujours là. La respiration, avoir confiance en soi, la diction, comment acquérir cette diction, comment parler, se faire entendre, sont autant de techniques qui interviennent dans la communication de base et qui vont servir de la communication convaincante. Maintenant, il faut être présent, il faut savoir s'imposer, il faut savoir trouver les mots qu'il faut, parce que pour convaincre aussi, il y a une question de mots. On peut choisir des mots, ce ne sont pas les bons, et on passe à côté. Il y a aussi l'expression du corps, parce que le corps et les mots doivent dire la même chose, sinon on risque de ne pas atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est pas pour rien, il y a des gens qui sont convaincants. On dit que cette personne, elle a de l'assurance. L'assurance, ajoutée au mot, mais justement, ce sont des techniques, on apprend à être assurant, on apprend à être convaincant. Par exemple, quelqu'un qui a d'énormes difficultés à gérer son stress, quelqu'un qui s'efface constamment, quelqu'un qui rase les murs, que cette personne doit faire une intervention, cette personne a déjà un problème. Il faudrait, on dit 2-3 techniques. Une technique que me proposez, c'est commencer par dire à tout que son monde important. Dites à tout qu'on est important, c'est une, comporte comme un monde qui est important, c'est deux. Mais à force où on dit à tout qu'on est important, et on regarde l'ami, on dit qu'on est important, eh ben, on poser des actes importants, on vit un monde important. Et l'importance, l'image de soi, eh ben, elle est déterminante dans une bonne communication. Ok? Il y a les trucs pour gérer le stress. Il y a tellement de trucs, c'est difficile d'en parler là comme ça. Ok. Hugo, les techniques utilisées pour une communication à deux diffèrent-elles des techniques de communication lors de la prise de parole devant un grand groupe? Il y a une certaine session qui disait, j'espère que je ne me suis pas trompé sur le nom de l'auteur, j'ai lu tellement d'auteurs que j'ai peur de me tromper, mais je crois que c'est Cicéron qui a dit, parmi les conseils qu'il a donnés pour gérer le stress, il a dit, il faut se convaincre qu'une intervention en public n'est pas trop différente qu'une intervention lors d'une prise de parole avec un ami. Pour quelle raison? Quand on se parle avec un ami, quand on parle avec un ami, généralement, il n'y a pas de stress, parce qu'il n'y a pas de pression. Par contre, quand on est en public, c'est différent. On stresse. On stresse pourquoi? Parce que on sait que les gens vont nous juger. Mais si vous êtes capable de bien faire en public, vous devriez être capable de bien faire avec une seule personne. Enfin, l'inverse, c'est surtout l'inverse que je voulais dire. Si vous êtes capable de bien faire seul, avec quelqu'un, avec une personne, avec un ami, avec des gens qui sont proches de vous, vous devriez pouvoir faire aussi bien en public. C'est vrai, c'est pas la même chose, mais les mêmes techniques qu'on va utiliser pour parler avec l'autre, si on veut être convaincant, ce sont les mêmes techniques qui vont revenir en public. Seulement, vous aurez le souci de gérer votre stress, vous aurez le souci de maîtriser les techniques relatives à la prise de parole en public. Mais là encore, on est dans la communication. Ça va demander beaucoup plus d'efforts, on va dépenser beaucoup plus d'énergie, mais les objectifs seront pratiquement les mêmes. Si je reviens à l'entretien d'embauche, dans un entretien d'embauche, parfois vous êtes deux, vous-même et l'intervieweur, mais vous devez être convaincant face à cette personne. En public, ça ne va rien changer, c'est encore le même défi. La prise de parole, la communication est un défi qu'il faut relever au jour le jour. La communication bienveillante devrait-elle renforcer la communication convaincante lors d'une conversation? Moi, je crois que oui. C'est quoi une communication bienveillante? Je crois que c'est le fait d'abord de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de se dire, l'autre, qu'est-ce qu'il ressent? C'est quoi son état d'âme? Je veux le comprendre.
Pour bien communiquer avec quelqu'un, il faut le comprendre. Euh, c'est la raison pour laquelle on dit très souvent en communication, on ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui. C'est-à-dire, en fonction du public où il y a devant là, on façon, on vocabulaire qui est propre à lui-même. Et si on pas emploie le vocabulaire par là, on a dit toutes les belles paroles du monde, vous risquez de passer à côté. Il faut absolument trouver les mots qui correspondent à la personne. Mais donc, si je me mets à votre place, si j'essaie de vous comprendre, ah ben c'est sûr et certain, je vais vous dire des choses que vous allez aimer, que vous allez apprécier, parce que je suis de votre état d'âme. J'arrive à partager votre état d'âme. C'est comme pour les politiciens. Généralement, les politiciens, quand il y a campagne électorale, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent ce que les gens voudraient, parce que quelque part, eux aussi, ils font partie de la communauté. Ah ben, ils promettent aux gens ce qu'ils veulent. C'est une forme de communication bienveillante, seulement ça part de la manipulation. Mais l'idée, ils comprennent les gens, ils connaissent leur quotidien, dans quoi ils évoluent, et ils promettent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Vous allez à l'hôpital, quelqu'un est malade, vous partagez ses peines, vous essayez de comprendre la personne, vous allez facilement trouver les mots. Mais quand vous ne vous mettez pas à la place de l'autre, vous ne le comprenez pas, vous restez dans votre bulle, ah ben, il n'y a pas moyen de le comprendre. Est-ce que tu es d'avis que tout communique autour de nous? Surtout quand on est artiste, et là je parle en connaissance de cause, les choses me parlent. Je me le dis très souvent, et peut-être que ce n'est pas le cas pour d'autres personnes. Une chanson qui est diffusée à la radio m'inspire quelque chose. Je sors, une dame dit quelque chose dans la rue, j'entends, ça m'explique quelque chose. Je vois un écriteau, ça me dit quelque chose. Ça n'arrive pas tout le temps, mais il y a des choses assez simples qui ne disent rien à d'autres personnes, mais à celui qui, c'est pas, qui a une oreille en plus, qui lui vient peut-être, je sais pas, de quelque chose d'inné. Il y a des choses qui ne disent rien aux autres et qui vous parlent et parfois qui vous crient dans les oreilles parce que on a comme l'impression qu'il faut absolument prendre une plume pour noter ce qu'on a vu, sinon on ne va pas se sentir bien, on ne va pas être en paix. Il faut absolument noter ce qu'on a vu. En communication, bien sûr, les choses nous parlent. Et les gestes aussi de celui à qui vous communiquez doivent vous dire des choses. Il y a la communication non verbale en politique. Les journalistes, surtout à l'étranger, en France, mettent l'accent sur la communication non verbale. C'est-à-dire, quand ils parlent dans une interview, comme celle que nous réalisons, heureusement ou malheureusement, nous ne sommes pas à la télé. À la télé, les gestes comptent. Et les politiciens, quand ils viennent participer à une interview, ils savent qu'il y a des gestes qu'ils ne doivent pas faire. Quand on leur a posé une question, Par exemple, se frotter le nez, ça voudrait dire que l'on doute de ce qu'on dit. ça signifie qu'on doute? Qu'on doute de ce qu'on dit. Okay. Se caler dans son fauteuil, qu'on ment. Et il y a des choses qui disent des choses, vous voyez. Et justement, les professionnels de la communication non verbale travaillent avec les politiciens pour qu'ils évitent de faire des gestes qui ne sont pas acceptables, qui sont mal vus, qui sont interprétés. Voilà. Maintenant, le journaliste, lui, il guette tout ça. Mais de la communication, dans le sens large du terme, tout devrait dire quelque chose. Parce que comme il a dit, en communication, tout ce qu'on fait est communication. Il n'y a pas moyen de ne pas communiquer. Ne rien dire, ne rien faire, garder le silence. Tout est communication. Quelqu'un vous dit, bon, je ne vous aime pas du tout. Vous ne répondez pas. C'est une réponse. Mais non. Même le silence. Absolument. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais ça veut dire quand même quelque chose. On vous dit de placer deux personnes dans une salle vide. On leur demande de ne pas dire un mot. Elles vont communiquer. D'une manière ou d'une autre. On les met dans le noir, elles vont communiquer. Tout ce qu'on fait envoie un message. La seule chose qui est pratiquement interdite à un humain, c'est de ne pas communiquer. L'humain ne peut pas ne pas communiquer.
forcément, il va faire quelque chose et c'est le message qu'il envoie. Le fait de vouloir convaincre à tout prix, est-ce que ça ne relève pas de la manipulation? Est-ce qu'une bacadie sont façon pour manipuler l'autre là? Ça peut être lié à la manipulation, mais il y a des séries de monde, c'est métier autour. Communiquer, convaincre à tout prix. Un vendeur, par exemple, pour acheter ce produit-là, il faut le convaincre. Cela ne dit pas forcément vrai. Mais c'est métier, ils vivent de ça. À la radio, à la télé, il y a ce qu'on appelle la publicité mensongère. Ils vous promettent monts et merveilles si vous achetez un produit et le produit qui devrait avoir toutes les qualités du monde. Quand vous l'utilisez, vous êtes étonné de voir qu'il n'y a aucune qualité parmi celles qui ont été énumérées dans le spot. Ça, c'est de la publicité mensongère, c'est de la manipulation. Le politicien, comme je viens de prendre l'exemple, il veut absolument convaincre ses électeurs de lui faire confiance. Parfois, il dit beaucoup plus que la réalité, que la vérité, que ce qu'il a en tête. On n'est pas loin de la manipulation. Il y a des gens qui vivent de ça, ok? Mais je crois qu'on manipule la personne, c'est surtout quand on lui dit des choses pour flatter ses bas instincts, son ego, et on sait qu'on n'est pas dans la réalité. On dit quelque chose à la personne seulement pour lui faire plaisir, et on sait que ce qu'on dit ne pourra pas réellement se réaliser. J'aurais pu prendre un exemple là, mais je me garde de le prendre. C'est un rapport avec la politique. Ok. Hugo, quels sont les conseils particuliers que tu pourrais adresser à des personnes qui doivent utiliser un argumentaire et pour convaincre, à savoir un vendeur, un demandeur d'emploi, un employé, lors d'une demande d'augmentation salariale? Quels sont les conseils particuliers? Bon, si ça a un rapport avec une augmentation de salaire, généralement ce sont des sujets qui fâchent, hein, comme on dit très souvent. Aucun patron n'aime ce genre de revendication. C'est un sujet que les parents n'aiment pas trop, hein, je crois. Et pourtant, c'est un sujet affectionné par les employés, les salariés. Ils veulent toujours être mieux rémunérés. Maintenant, il ne faudrait pas partir, là c'est à mon humble avis, sur la base de conflits. Il faudrait que Mounio, employé surtout, ne mettez patron devant réalité. Parler de moyens de transport, comment difficile pour payer le transport, pour manger, pour voir petit de l'école, pour prendre soin de famille avec ça qu'on a touché. Essayez surtout toucher côté humain patron. Essayez d'éviter d'entrer dans le conflit. Si mon cher, je travaille dur ici, c'est moi qui fais marcher votre entreprise et pourtant j'ai pas un sou, le patron ne va pas trop aimer. Maintenant, il faudrait qu'on trouve les mots qu'il faut. Et là encore, je reviens à ces mots qu'il faut. Faut que mon patron essaie de mettre en place l'employé à tout, mais quand l'employé il a fait de mode là, il surtout montrer patron la difficulté de gagner pour le quimber et pour le bien faire travailler avec petit moyen que le gagne dans la mesure où il a besoin plus, il a besoin mieux pour le penser à moins de problèmes et pour le plus efficace dans le travail. Et il faut que patron voit que il a intérêt tout que l'employé a bien rémunéré. Et parce que si on partit sur base ça, peut-être les cabas ont un meilleur résultat que si déboucher sur un conflit. Il y a un vendeur et il y a un second conseil. Si vous préparez un argumentaire pour le vendre produit, il doit connaître le client qui est face à lui. La personnalité du client? Oui. Connaître le client, c'est-à-dire à quel type de client il a affaire, ce que le client aime, ce qu'il veut. Je crois avoir lu récemment dans un ouvrage traitant du commerce, des techniques de vente, pour être plus précis. Il ne faut pas mentir à celui que vous voulez vendre. Il faut l'inciter à choisir lui-même. Il ne faut pas faire de choix pour lui. Mais vous devriez l'aider en fonction de son intérêt. Qui ça le voulait lui-même. Lorsqu'on qui ça le voulait, parmi tout ce qu'il a moyen, ou qui ça qui plus ou moins aller dans ce sens-là. Et qu'on y a ou aider le prendre décision. Généralement, les vendeurs pensent que c'est eux qui choisissent pour. Ou pas pour choisir pour mon. Ou gagner pour aider le faire choix.
Et si ça le mode là ou pas gagné, ah ben, il faut être suffisamment honnête pour lui dire ce que vous voulez avoir, je ne l'ai pas. Maintenant, je vais vous proposer quelque chose qui pourrait peut-être répondre à votre satisfaction, à vos désirs. Bon, voilà. Mais il faut qu'on parle derrière, qu'en fait, mon a tout pris, il fait lâcher ça là. Ensuite, 2-3 jours après, il rend compte que ça n'a aucun rapport avec ça des besoins. Et là, où perdu un client. Parce qu'un client non satisfait ne sera plus un client. Et là, un client non satisfait, ça vous fait perdre une dizaine. D'autres clients, C'est ça, un absolument. client. Parce qu'il va dire aux autres, lui, il vend des produits de peu de qualité. Et là encore, j'emploie un euphémisme parce que les gens peuvent dire plus que ça. Quels sont tes conseils à un demandeur d'emploi et pour convaincre? La première chose en Haïti, on a très peu de demandeurs d'emploi. On a surtout des gens qui sont à la recherche de parrains pour déposer le CV pour eux quelque part. Moi, je trouve que c'est pas raisonnable. Je trouve que c'est un manque de confiance en soi, d'affirmation de soi. Ce que je dis très souvent aux gens, c'est de s'armer de courage pour, premièrement, réaliser le CV. Deuxièmement, identifier les entreprises capables de vous embaucher en fonction de votre formation. Troisièmement, de déposer le CV vous-même dans un bureau. Quatrièmement, j'espère que je ne me suis pas trompé de main. Quatrièmement, de demander vous-même à voir le patron ou la personne responsable des ressources humaines afin de lui parler, de lui faire une proposition. Là, ils sont en train de vous dévoiler mes secrets. La proposition en question, c'est vous. Je dis très souvent aux gens, vous êtes une superbe proposition et tout patron intelligent devrait écouter cette proposition. La solution aussi? Vous êtes la Absolument, solution? absolument. La solution au problème auquel l'entreprise peut être confrontée. Il faut avoir le courage de demander à voir le patron. Je sais que ça demande beaucoup. Je sais qu'il faut du courage, il faut une assurance, il faut une volonté de faire pour faire cela. D'ailleurs, seulement aller déposer le CV, c'est déjà beaucoup demandé aux gens. Je sais ce que c'est, je suis passé par là. Maintenant, la secrétaire qui a son rôle de barrage à faire en communication, il faut trouver les mots justes, il faut être suffisamment convaincant pour que la secrétaire accepte de faire voir le patron, parce que la secrétaire, elle est dans son bon droit de vous empêcher de voir le patron, surtout si vous n'êtes pas sûr de vous, il ne faudrait pas déranger le patron. Mais si elle sent que vous êtes porteur d'un message important, d'une proposition importante, et qu'elle ne voudrait pas faire perdre un avantage à l'institution, elle va vous faire voir le patron. Mais là, vous devriez être suffisamment convaincant, si vous ne voyez pas le patron, au moins pour avoir un numéro de téléphone, au moins pour faire le suivi de votre dossier. Parce qu'il n'est pas suffisant de déposer son CV quelque part. Il y a tellement de personnes qui font la même chose. Maintenant, à partir de quand on va choisir? Mais quand vous rencontrez la personne, vous lui parlez, ça demande beaucoup. Je le dis une nouvelle fois. Mais l'on fait ça, on a plus capacité pour convaincre mon âme, pour être dans l'esprit. Parce que on fait les pas qu'il faut. Et ou même, c'est pas seulement en papier courrier, aussi quelqu'un fait de chair, parce que la personne, elle est là, devant vous. Ok, vous lui parlez, et vous augmentez vos chances. On dit très souvent, quelqu'un qui arrive à un entretien d'embauche a le boulot à 85%. C'est déjà beaucoup. Hein. Maintenant, il faut seulement dire les mots qu'il faut, il faut seulement convaincre le patron que vous êtes la personne idéale pour l'emploi pour lequel vous postulez. Vous voyez, moi je crois qu'il faut aller vers les patrons et ensuite vous devez vous rappeler ce que j'avais dit dès le départ, que vous êtes une superbe proposition. Il faut bien vous présenter, il faut bien parler de vous. Évitez de raconter au patron vos tribulations, vos problèmes. Il n'a pas besoin de les connaître. Et parfois, les gens veulent rentrer dans le pitié des patrons. Ils racontent un tas d'histoires. Vous savez, mamie a 4 enfants, je suis l'aîné, si je passe boulot, je suis pas loin de la mort. Ces histoires-là. Là, on se présente un problème, pas une solution. Bon, ben, les gens croient que si le patron a un peu de cœur, le patron, mais là, si la personne vous prend, vous serez très bientôt
ce que je pourrais appeler un chiffon de papier, vous ne serez pas trop utile et on risque de ne pas avoir suffisamment de respect pour vous. Je crois que vous devriez plutôt vous présenter sur vos meilleurs jours, parler de vos qualités, dire au monsieur ou à madame à quel point vous pouvez être important pour l'entreprise et que vous êtes prêt à travailler dur, à travailler fort et que vous êtes prêt à faire carrière. Les gens veulent le savoir, ils veulent savoir que vous qui venez chez eux, mais vous ne venez pas pour passer une année, 6 mois, vous êtes là et vous voulez rester. Vous voulez marquer votre passage au sein de l'entreprise et vous êtes prêt à travailler pour le bonheur de l'entreprise. C'est ce que les gens veulent savoir et c'est ce que vous devriez leur dire. Et vous devriez être sûr de ce que vous dites. Il ne faudrait pas dire quelque chose et avoir l'air d'en douter. Sinon, ça ne passera pas. Boiron, as-tu un message destiné aux jeunes qui veulent augmenter leur capacité de persuasion pour réussir? Je leur dirais de croire en la vie, de croire, nous ne sommes pas à l'église, mais je dirais de croire en Dieu. Vous savez, parfois, quand on a l'impression d'avoir tout essayé, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont tout essayé et que ça n'a rien donné, il faut tout remettre à la force supérieure, à une force supérieure. Et je crois que c'est en ce sens que la prière pourrait aider celui qui croit en une puissance divine. Ensuite, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour atteindre vos objectifs. Recommencer. Il ne faut pas vous désespérer, il ne faut pas abandonner, never give up, comme dit l'autre. Il faut être toujours sur la balle, il ne faut pas se dire là c'est fini. C'est fini quand vous avez décidé que c'est fini. Faites ce que vous avez à faire et le reste se fera de lui-même. Gourmand qui dit, Jean-Claude Dominique Chéry, pour ne pas le citer, je crois qu'il l'avait appris quelque part, il m'avait dit une fois, mon cher, tu dois savoir que ce que tu cherches, te cherche aussi. Soit chercher bonheur chercher auto, soit chercher un bel emploi, la chercher auto, soit chercher une madame qui vivre avec lui, c'est la chercher auto, soit chercher malheur à tout, la chercher auto. Il y a un ensemble de décisions qu'on prend, c'est droit vers le qu'on aller. Et moi, je pense que faut faire le choix de se battre. Si le pays est difficile, il faut se battre. Et il faut aussi se dire que ceux qui ont réussi en Haïti, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Je dis très souvent, on n'est pas trop différents des autres. Ils ont une tête, un corps, et vous avez tout ça. S'ils peuvent réussir, vous aussi, vous devriez pouvoir réussir. Récemment, j'écoutais une émission sur RFI. Il y a une dame, j'espère que je n'ai pas oublié son nom, je crois que c'est... Ah là là, bon, j'ai un taux de mémoire là. C'est une Africaine, Ounou Gari, bon, j'ai oublié son nom. Elle est devenue une superbe artiste, elle chante merveilleusement bien. Mais vous savez, elle fut une vendeuse d'eau dans les sachets comme c'est le cas chez nous. Elle vendait des sachets d'eau, voilà, dans les rues, tout récemment. Elle dit tout récemment, à ses débuts, elle était quoi? Elle était une adolescente. Elle le faisait parce que la famille était pauvre et maintenant elle est devenue une superbe chanteuse qui fait très bien son travail, chanter, et elle est superbe, elle a pu sortir de la pauvreté et elle aide maintenant d'autres personnes à sortir de la pauvreté. Bon, l'histoire est assez longue, on n'a pas assez de temps pour tout dire, mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ont pu sortir d'une situation difficile et qui ont pu accéder au succès. Voilà, et c'est toujours possible. Merci Boiron d'avoir bien voulu parler à nos jeunes de la communication convaincante. Merci de m'avoir invité. Je vais croire que j'ai pu dire quelque chose qui vaut la peine d'être écouté par vos auditeurs. Et je leur dis de toujours suivre les émissions qui vont dans ce sens-là parce que ça va aider le pays, ça va les aider à voir la vie différemment. Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Agir et réussir. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook Agir et réussir aujourd'hui ou à envoyer vos commentaires et questions via WhatsApp au 33 24 03 78. Cette rubrique est sponsorisée par CISA, établissement privé d'enseignement supérieur, 316 route de Bourdon,
téléphone 37 62 79 26.